Alors, qui est Sylvain Lemay? En décembre 2022, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le Congrès du travail du Canada a souligné son travail exceptionnel en lui remettant le prix Carol McGregor pour les droits des personnes ayant un handicap. Il est également très impliqué au sein de la communauté universitaire, c'est-à-dire à l'UQAM, parce que de 2007 à 2021, il a été responsable du service d'accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap. Il siège actuellement au Comité national des personnes ayant un handicap au Syndicat canadien de la fonction publique, ainsi qu'à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, donc la FTQ. Depuis 2017, il est membre à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et depuis 2022, membre du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, donc mieux connue sous STM, où il représente les usagers et les usagères du transport adapté. Et au sein de l'UQAM, il participe actuellement à la mise en œuvre du Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante, le BIRÉ, et il co-préside le comité Agir pour l'équité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Sylvain, bienvenue parmi nous. Je suis très contente de te retrouver. Merci Dorothée, je suis également très content de te retrouver. C'est toujours intéressant d'échanger. Ce fait un plaisir d'échanger avec toi. Je crois sincèrement que le dialogue est la base de tout. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Je remercie d'abord l'équipe, Ingrid et Abid, et toi d'avoir pensé à moi pour cette magnifique occasion-là. Je sais que le beau temps est une concurrence par rapport à une conférence, donc on va essayer d'être aussi fort que le beau temps qui commence pour nous. Comme le disait ma grand-mère, le bonheur, c'est comme la tarte aux pommes, c'est meilleur comme quand c'est partagé. Donc, comme on est sur l'heure du dîner, je souhaite partager avec vous ce bonheur-là et peut-être ensemble rajouter une boule de crème glacée sur ce bonheur-là. Donc, le but de la présentation, c'est à partir de mon expérience personnelle et professionnelle, voir comment on peut peut-être trouver des terrains de similitude et des terrains de dialogue. On va voir quelques notions théoriques, puis après, à partir du dialogue comme point de départ, on va essayer de voir l'inclusion et avoir un savoir partagé, parce que autant le regard de l'autre peut m'enfermer dans une image, dans une identité, autant le regard de l'autre peut aussi servir à me libérer de cette idée-là. Ben, me décrire, je suis un homme caucasien, petit, en fauteuil roulant. Pour ceux qui ne le voient pas, je suis une personne handicapée en fauteuil roulant manuel. J'ai des lunettes et je suis atteint d'une maladie évolutive dont j'ai eu le diagnostic à l'âge de 8 ans. Donc, je n'ai pas grandi comme étant une personne handicapée, mais j'ai grandi dans l'idée qu'un jour, j'allais être aussi une personne handicapée. Donc, longtemps dans ma vie, le handicap a été quelque chose que j'ai pu dissimuler. Pourquoi? Mais parce que ce n'était pas tellement positif dans les années où moi, j'étais enfant et adolescent d'être une personne handicapée. Donc, la construction identitaire se fait beaucoup à travers le regard de l'autre, mais aussi l'image qu'on peut avoir du handicap. Moi, dans la partie où j'ai grandi, ben, il y avait un téléthon par mois environ au Québec. Pour ceux qui sont plus âgés, un téléthon, c'est quoi? Pour ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes, un téléthon, c'est une campagne de sollicitation, c'est une levée de fonds, qu'on pourrait dire, qui se faisait avec des enfants et des personnes handicapées et des artistes où on essayait de regrouper sous le même événement une forme de festivité et une forme de levée de fonds. Donc, l'image pour moi d'être une personne handicapée a été longtemps quelqu'un qui dépendait des autres, longtemps qu'associé qu'à une cause et non pas une représentation nécessairement positive. Euh, Pourquoi l'handicapé une personne? Ben, parce qu'on a tendance à résumer souvent l'handicapé à son handicap et non pas au fait qu'il est d'abord une personne avant d'être un handicap. On dit une place pour les handicapés, une toilette pour handicapés, une table réservée pour les personnes handicapées, un fauteuil roulant part en voyage sur Air Canada. J'ai un fauteuil roulant qui embarque quand moi je prends l'avion, c'est pas le fauteuil roulant qui paie le billet d'avion, c'est moi. Donc, le but de la présentation, c'était de rappeler que je suis d'abord une personne, mais on est d'abord tous des personnes avant d'être une, un handicap. Donc, l'handicapé voulait se résumer à ça aussi, de mettre l'accent sur personne, de là le point d'exclamation. Et vous comprendrez aussi qu'en français, le L apostrophe devant handicapé, normalement, ne se met pas. On devrait dire le handicapé. En mettant un apostrophe, c'est encore pour davantage souligner qu'on a plus, en retirant l'article, encore résumé la personne
à sa situation, à sa capacité d'être et à sa capacité de ce qu'il peut représenter. Donc, une personne handicapée, ce n'est pas qu'un pictogramme de personne en fauteuil roulant, ce n'est pas non plus qu'une condition. Et le handicap, il est majoritairement invisible. On va le voir dans quelques instants. Donc, de résumer les personnes handicapées sous la forme d'un pictogramme, c'est réducteur et c'est souvent stigmatisant dans le regard de l'autre et dans la construction identitaire et dans la prise de parole qui risque de s'en suivre. Euh, le handicap, ben, c'est d'abord aussi un modèle social du handicap, une évolution. Moi, dans mon parcours de vie, comme personne handicapée, j'ai connu le terme infirme, personne handicapée, personne en situation de handicap. En anglais, le mot handicap est péjoratif. Or, dans la langue anglaise, le mot handicap n'est pas péjoratif. Il est toujours préférable de mettre le mot personne avant, mais handicap dans la langue anglaise vient de chapeau à la main, handicap. Son équivalent français serait infirme. Il est intéressant d'aborder ça sous la forme de la langue. Pourquoi? Parce que souvent, notre culture dominante va teinter nos interactions. C'est-à-dire que si moi, ma langue première est la langue anglaise, je vais présupposer que le mot handicap, parce qu'il est péjoratif dans ma langue, il a la même signification dans la langue française. Une illustration de ça, le terme ombudsman, qui est un terme suédois, n'a pas de genre à son origine. Ombudsman veut seulement dire défenseur des droits de. Ça ne dit pas que c'est un homme ou une femme qui défend les droits. Or, on a un courant aujourd'hui qui utilise ce terme-là pour le genrer. Je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on aurait pu s'enrichir de la langue pour apporter des nuances intéressantes. Donc, je trouve que le monde est en effervescence et la langue peut être aussi inspirante de par d'autres cultures à travers le monde. Donc, si on en revient au terme handicap, personne handicapée, dans son évolution, ce qu'on voit venir de plus en plus, c'est personne en situation de handicap. Or, les gens vont peut-être me dire, mais personne en situation de handicap, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser personne handicapée? Est-ce que personne handicapée est péjoratif? Non, personne handicapée n'est pas un terme péjoratif. Personne handicapée fait référence à des programmes, à des mesures gouvernementales, tant provinciales que fédérales, qui ont pour but de permettre à certains groupes d'émerger, des populations qu'on va dire, entre guillemets, plus vulnérables. On va penser au programme d'accès à l'égalité en emploi dans les entreprises. On peut penser aussi à l'Office des personnes handicapées, qui va avoir certaines mesures, à des crédits d'impôt pour les personnes handicapées. Or, une personne handicapée, c'est une réalité. Personne en situation de handicap, c'est aussi une personne handicapée. Par contre, il y a deux axes qui est intéressant de retenir. Personne en situation de handicap fait référence à, depuis 2005 au Québec, à la loi assurant l'exercice du droit des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, éducative et professionnelle. Loi qui a été revue en 2005 pour enlever l'espèce de modèle médical qui disait que c'était des limitations, que c'était des problèmes de santé et qu'on devait peut-être replacer ça à l'extérieur de l'individu. Donc, ce qui arrive qu'on définit une personne en situation de handicap ou personne handicapée par deux axes, c'est que les incapacités sont significatives et persistantes et sujettes à rencontrer des obstacles dans les accomplissements d'activités courantes. Ce qu'on peut retenir, significatif et persistant. Ça veut dire que avoir un bras dans le plat, c'est significatif, mais ce n'est pas persistant. Donc, on pourrait être une personne en situation de handicap, mais on n'aurait pas la permanence. Le modèle de situation de handicap rejoint à la fois les personnes handicapées et les personnes en situation de handicap qui ne se sentent pas handicapées parce que pour eux, le handicap n'est pas sur leur épaule. Il est à l'extérieur de celle-ci. Une illustration très simple, les personnes sourdes ou malentendantes. Quelqu'un qui a accès à des interprètes en LSQ ou en American Sign Language n'est pas une personne handicapée. Elle est une personne qui, dans un contexte donné, si elle n'a pas accès à des interprètes, la situation fait qu'elle n'a pas accès à un contenu. Si aujourd'hui, le handicap n'est pas que physique et sensoriel, mais de plus en plus invisible, on peut penser à toutes les conditions qui sont
les personnes ayant des troubles déficitaires de l'attention, troubles de santé mentale. On peut penser également aux personnes autistes. Cette réalité-là fait en sorte que c'est les situations qui vont générer le handicap pour celles-ci et non pas une condition nécessairement médicale. On y reviendra dans quelques instants. Et le modèle de situation de handicap fait référence aussi aux conventions relatives aux droits des personnes handicapées, l'ONU. Le Canada est signataire de cette entente-là qui fait, somme toute, si on veut résumer simplement, que les personnes handicapées ont accès à traiter dans la dignité, accès à l'éducation, accès au logis, accès également à l'emploi, ce qui sera un facteur qu'on va voir dans quelques instants. Et on résume aussi dans cette convention-là que c'est des barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à la pleine et effective participation sociale des personnes en situation de handicap. Donc, si on est dans une perspective d'égalité des chances, personne en situation de handicap va être beaucoup plus global, mais on peut employer personnes handicapées quand on fait référence à des programmes qui sont définis comme ça, et un peu comme Alexandre Bacon dans la conférence de la semaine dernière, qui déterminait qu'on pouvait utiliser le terme indien quand on fait référence à la loi qui fait référence. Si on a devant nous toutefois une personne en situation de handicap qui utilise un terme autre, bien, on peut s'approprier le terme que la personne utilise pour se définir. Mais deux grands axes, personne handicapée, personne en situation de handicap. Le modèle de situation de handicap repose sur deux axes très simples, des facteurs culturels et environnementaux. Un dernier axe plus personnel sont les facteurs personnels de la personne en situation de handicap. Facteurs culturels, c'est-à-dire la culture dans laquelle j'évolue, dans la culture dans laquelle j'ai grandi. Les facteurs environnementaux, ben, ce sont les obstacles, les trottoirs, accès à des médias substituts, accès à un environnement qui me permet une meilleure compréhension, accès à des écouteurs si je suis une personne autiste et que le bruit peut être quelque chose qui, pour moi, peut être un facteur d'obstacle. Si je continue à construire des escaliers dans le modèle social du handicap, je continue à créer des personnes handicapées. Pourquoi? Parce que l'escalier ne peut pas être utilisé par tout le monde, alors que la rampe d'accès, elle, peut être utilisée par tout le monde. On y reviendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on revient aussi à d'autres notions importantes, une définition que moi j'aime beaucoup, c'est de voir le handicap un peu comme la courte pointe. Je reviens beaucoup à ma grand-mère qui disait que le bonheur, c'était comme la tarte aux pommes meilleure lorsque partagée. Ma grand-mère faisait avec des petits bouts de tissu quelque chose qui était beau, qu'on appelle une courte pointe, patchwork en anglais. Et j'ai essayé d'amener ça avec l'idée de la notion de personne handicapée. Pour moi, la notion de personne handicapée est multiple, diversifiée et riche des formes et des couleurs qui, comme la courte pointe de ma grand-mère, composent l'ensemble d'un motif. Il n'y a pas une histoire unique de personnes handicapées, mais il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes handicapées et de trajectoires de vie conditionnées, influencées par des facteurs personnels, culturelle et environnementale. Donc, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de parler au nom de toutes les personnes handicapées, mais de tenter de vous présenter par mon expérience personnelle de personnes handicapées avec une maladie évolutive, mais également de mon expérience professionnelle à travers les étudiants, les étudiants et les étudiantes que j'accompagne dans leur parcours universitaire et vers l'intégration à l'emploi depuis une vingtaine d'années au sein de l'Université du Québec à Montréal. Donc, ce qui m'amène à peut-être laisser la parole à d'autres personnes par une petite vidéo qui dit, des fois, dans nos interactions sociales avec quelqu'un qui est différent, ça gosse. Et j'aime beaucoup cette vidéo-là qui m'enseigne plusieurs personnes handicapées, plusieurs personnes en situation de handicap qui illustrent bien ce que je tente de vous dire par des mots peut-être plus intellectuels qui, eux, dans leur quotidien, vont illustrer peut-être. Donc, je vous laisse avec cette vidéo-là. Merci, Ingrid. Comment être discrète, hein? On sait que vous voulez bien faire, Que c'est juste pour être gentil. La plupart du temps, vous êtes bien intentionné. mais des fois, Des fois, Ça gosse. Des fois,
Souvent, on s'adresse à la personne debout avant de s'adresser à moi pour des questions qui me concernent. Et en plus, je réponds à leurs questions, puis ils continuent à répondre à l'accompagnateur. Je suis ici. Pourquoi vous me parlez pas à moi? Je suis capable de vous entendre puis de vous répondre. C'est l'affaire la plus gossante au monde. Des fois, les gens ils me posent des drôles de questions. Genre, si t'es perdu en forêt puis que t'entends rien de rien, là, ben les animaux sauvages comme les ours, les lynx, les cougars, name it, ben là, je veux dire, c'est dangereux, c'est un risque à prendre, ils peuvent t'attaquer. What the fuck? Des fois, il y a du monde qui pense que je suis perdu. Puis là, ils me prennent par le bras, ils me demandent pas où est-ce que je vais. Ils devraient me le demander, peut-être qu'on va pas à la même place. Des fois, il y a des gens qui me raccrochent au nez parce qu'ils pensent que je suis seule alors que je suis parfaitement sobre et j'ai juste un problème d'élocution. Si j'étais seule, ils vous appelleraient pas. Des fois, il y a du monde qui s'adresse à moi comme si j'avais 7 ans. Comment ça va aujourd'hui? Bravo, t'as fini ton assiette, tu vas avoir droit à un dessert. C'est parce que, madame, j'ai 27 ans. Des fois, j'utilise des apps pour rencontrer des personnes. Puis je les informe que je suis sourd. Ah, ben là, ils me bloquent toutes parce que je suis sourd. J'ai l'air d'un monstre ou quoi? Des fois, il y a du monde qui me rencontre, puis tout à coup, ils décident de me parler plus fort. Je suis pas sourd, je suis aveugle. Des fois, il y a des gens qui font semblant d'avoir compris ce qu'ils viennent de dire alors qu'ils n'ont rien compris. Ça me fait plaisir de répéter jusqu'à temps que vous compreniez. Des fois, quand vous parlez de moi en m'appelant la chaise a besoin de rentrer. Moi, là, je suis pas une chaise. Je suis une personne assise dans une chaise. Des fois, je vais rencontrer une personne qui est entendante et qui m'achale, qui veut apprendre la langue des signes. OK, parfait, je lui montre. Après 4 signes, ah, je suis tanné, désolé, je suis pas capable, trop compliqué. Puis là, la personne s'en va. Des fois, il y a du monde qui me voit sur un quai de métro, qui me voit m'approcher du bord du quai. Il y a toujours des gens qui arrivent derrière moi. Monsieur, reculez, reculez. En faisant ça, vous me stressez. Des fois, je sais pas où est-ce que vous allez chercher ça, mais vous pensez que je connais toutes les personnes handicapées. Mon copain est chinois, puis lui, ben, il connaît pas tous les Chinois. Des fois, quand je mets mon manteau, c'est sûr que je mets mon manteau d'une façon un peu particulière. Ben, les gens osent se garrocher sur moi pour le mettre à ma place, alors que je suis très bien capable de le mettre seule. Des fois, vous me trouvez tellement inspirante. Mais toi, madame, qui traîne tes 4 livres de sacs d'épicerie, à une journée où est-ce qu'il fait 30 dehors, c'est toi qui es inspirante, madame, pas moi. Des fois, il y a du monde, ils viennent m'aborder, puis là, ils commencent à me parler à quel point je fais pitié. Ils me disent « Oh mon Dieu, c'est donc bien triste. Comment tu peux être sourd? Ben regardez-moi, là, j'ai une belle vie. » Des fois, quand votre enfant vous pose des questions, au lieu de lui répondre Non, on ne dérange pas la madame, là, elle est malade. laissez votre enfant venir me voir. Ils ont le droit d'être curieux. Ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. Même si c'est pour me demander comment je fais pipi. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la page Facebook de RAD. Puis pourquoi pas au compte Instagram? Il paraît qu'il y a des belles photos à voir. Merci. Ce qu'on remarque en ça, c'est qu'il y a peut-être beaucoup plus de similitudes avec d'autres réalités. On pourrait penser peut-être au fait d'être tout simplement différent dans un milieu. Si je suis une personne racisée dans un milieu totalement blanc, peut-être qu'il va y avoir des similitudes que d'autres vont avoir avec moi qu'ils n'auraient pas nécessairement. Et je pense que la seule façon de pouvoir contrer ça, c'est d'avoir le dialogue. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble par vos périodes de questions. Mais peut-être une notion que je tente d'illustrer à travers la prise de parole de mes collègues qu'on vient de voir, c'est la notion capacitaire. On connaît bien le sexisme, on connaît bien le racisme, mais en termes de personnes en situation de handicap, le capacitisme, on ne sait pas à quoi ça fait référence. Le capacitisme, c'est, on pourrait parler, si on veut, en équité, diversité et inclusion, de nos biais cognitifs, mais ça va plus loin, la notion capacitaire. La notion capacitaire, c'est les attributs qu'on donne à quelqu'un avant même de rentrer en interaction avec celle-ci. C'est-à-dire que si moi, on me voit en fauteuil roulant et que je postule pour une entrevue, on va voir mes limitations avant de voir mes capacités. C'est-à-dire qu'en milieu de l'emploi, si moi, je passe une entrevue, la majorité des gens, quand on va passer une entrevue en emploi, on va là pour être découvert. Pourtant, une personne en situation de handicap, si son handicap est visible, elle va en entrevue à découvert. C'est-à-dire que je pars moins gagnant moi parce que j'arrive en fauteuil roulant si la personne n'a jamais eu d'interaction
avec une personne en situation de handicap, et si elle a eu des interactions avec celle-ci et que ce n'était pas positif, elle a peut-être tendance à me mettre dans la situation que ça va être difficile, qu'on devra trouver un milieu de travail plus adapté. On va se poser plus de questions pour moi si est-ce que je peux faire le travail? Est-ce que je vais être capable de travailler 5 jours semaine? Est-ce que son transport adapté va faire qu'il va être à l'heure? Est-ce qu'il va être plus malade que quelqu'un d'autre? Comment les autres collègues vont voir ça s'il ne peut pas travailler autant? Bref, c'est ce qu'on appelle la notion capacitaire. Rappelez-vous que si le handicap est majoritairement non visible, actuellement, dans le milieu universitaire, il y a environ 80 à 85 des personnes étudiantes qui n'ont pas une situation de handicap visible. Donc, que ce soit autant les universités francophones au Québec que les universités anglophones ou les universités canadiennes, il y a des bureaux avec des personnes conseillères pour accompagner les personnes étudiantes dans la réalisation de leurs projets d'études en tenant compte des défis qu'ils ont à rencontrer. Ces gens-là vont diplômer cette année et vont vouloir intégrer le marché de l'emploi. Donc, il est très paradoxal quand, dans une pénurie de main-d'œuvre, qu'on dise on manque de main-d'œuvre et qu'on ne puisse pas penser que le handicap, de par sa nature, pourrait enrichir notre entreprise et qu'on a plutôt tendance à voir que ça va être contraint d'engager une personne en situation de handicap. Ce qui m'amène à vous poser des questions via un Zoom et que Ingrid va piloter. Donc, il va apparaître à l'écran une question, un oui ou un non, et vous devrez répondre à cette question-là. Première question, êtes-vous confortable avec le handicap? Oui ou non? Vous pesez sur soumettre et il va apparaître un pourcentage dans quelques instants. Ça remplit encore, donc je vais prendre le temps. Prenez le temps qu'il faut, c'est nouveau. Et quand tu le souhaites, Ingrid, tu peux mettre fin au sondage. 89 disent oui, 11 disent non. Parfait. Prochaine question. Au sein de votre organisation, dans votre milieu de travail, avez-vous des collègues en situation de handicap? Oui ou non? « 75 à peu près, 74 oui et 26 non. » Parfait. Dernière question pour brosser le tableau. Considérez-vous que votre milieu de travail est adapté, accessible? Ah, vous voyez, plus on avance, plus on est presque moitié-moitié. J'aurais envie de vous poser une autre question parce que là, on demandait s'il était adapté ou accessible. C'est 53-47. Si je vous posais la question, considérez-vous que votre milieu de travail est inclusif, qui est une notion beaucoup plus large? Sensiblement la même réponse que par rapport à accessible ou adapté. Ce qui m'amène à vous parler de l'équité, la diversité et l'inclusion. Si on voulait résumer l'équité, pour moi, l'équité est une notion de droit. La diversité, la seule norme possible. Si je vous pose la question, et dans la fenêtre de discussion, quelle est la grandeur de vos chaussures, de votre pointure de chaussures? Vous pouvez aller répondre
votre grandeur de chaussure dans la fenêtre de dialogue. Et je vais demander à Ingrid de m'en lire quelques-unes. On a du 8, on a du 9, du 7, du 38. On a probablement des gens à l'extérieur du pays. 6 ou 36, 10, 7. Donc, vous voyez qu'on n'a pas tous la même grandeur de chaussures. Or, pourquoi on serait tous pareils? Pourquoi on fonctionnerait tous de la même manière? Pour moi, ça m'amène à vous dire que si la diversité, c'est la seule norme possible au regard de notre pointure de chaussures, imaginez comment on aborde la communication, l'interaction, l'apprentissage, les règles, notre travail à faire. L'inclusion est donc pour moi une responsabilité collective. Et si je dis responsabilité collective ou partagée, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, qui participez à la conférence initiée par le RIPI, ben, vous êtes aussi des moteurs de changement. Vous pouvez amener cette réalité-là. Pourquoi? Ben, parce que quand on défend nos droits, la dignité, quand on ne défend pas, par contre, les droits, la dignité peut être perdue et la dignité, jamais ça peut être négocié. Tout être humain a droit à une forme de dignité. Et toute personne aspire, qu'elle soit en situation de handicap, au même rêve que les autres personnes. Et j'aime de voir que dans la fenêtre, Camille nous a dit qu'elle avait 2 sortes de pointures pour le pied droit et le pied gauche. Donc, on est encore plus dans la diversifiée élargie. Merci de la petite nuance importante. Si je vous donne certains chiffres, 86% d'une enquête réalisée par la Commission canadienne des droits de la personne estime que le Canada, en matière de promotion des droits des personnes en situation de handicap, n'en fait pas suffisamment. Et que 83% des gens disent qu'on ne respecte pas les obligations des personnes en situation de handicap et que les principaux objets de préoccupation des personnes en situation de handicap, en premier lieu, c'est la pauvreté, en deuxième lieu, c'est le logement et en troisième lieu, c'est le travail. Si aujourd'hui, on s'adresse à des gestionnaires, hommes, femmes, des personnes qui travaillent dans des milieux d'entreprise capables de prendre des décisions, bien, vous conviendrez avec moi que même si le travail arrive en troisième position, si j'ai accès à un travail, je suis moins pauvre et je peux avoir un meilleur logement. Donc, c'est peut-être juste une question de rhétorique dans cette enquête-là qui fait qu'on en arrive à cette réalité-là, que le travail arrive en troisième position. Pourtant, si on regarde les statistiques, la première source de plainte aux commissions tant québécoises que canadiennes, c'est encore des motifs de handicap liés au travail ou liés à l'architecture, liés à l'accessibilité. Donc, si après 45 ans de loi, on n'en arrive pas encore à rencontrer des statistiques qui vont vraiment démontrer qu'on arrive à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, force est de constater qu'on n'a peut-être pas les bonnes stratégies pour en arriver à ça. 64% des Canadiens se déclarent aussi comme étant une personne en situation de handicap. Au Québec, c'est environ 1 million de personnes. Au Canada, ça va varier entre 4 à 6 millions de personnes, dépendamment là, des enquêtes. Plus le handicap est inclusif et élargi, plus on va avoir une réalité de statistiques plus grande. Or, autant au Québec qu'au Canada, les statistiques en matière d'insertion professionnelle à l'emploi par rapport aux personnes en situation de handicap, on est loin des cibles à atteindre. Pourquoi? Il y a un pont à faire. Les peuples autochtones et les Premières Nations sont les plus bas des statistiques avec les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Ben, peut-être si on revient à ce que j'ai présenté un peu plus tôt, l'idée de la capacité qui vient avec l'image que représente une personne handicapée. Hein, ça peut nous paraître plus complexe. Le travail a une approche très normative. Hein, c'est régulé, on doit commencer à 9 heures, on doit terminer à 5 heures. Or, qu'est-ce que la pandémie nous a présenté au cours des dernières années? C'est que la plupart des syndicats revendiquaient par les membres le télétravail. Or, on disait toujours le télétravail, ce n'est pas possible, c'est compliqué, on ne pourra pas être fonctionnel. Or,
pendant presque 3 ans, l'ensemble du pays, d'un océan à l'autre, a été en télétravail. Et aujourd'hui, c'est devenu une mesure de rétention du personnel et une mesure aussi pour favoriser l'embauche. Or, ça ne veut pas dire que pour embaucher des personnes handicapées, le télétravail est la meilleure réponse. Non, ça peut dire que le télétravail pour certaines personnes en situation de handicap peut être une réponse. Et ça ne veut pas dire parce qu'il y a du télétravail que votre milieu de travail ne devra pas être accessible. Donc, si vous voulez passer quelqu'un en entrevue, qui est une personne en situation de handicap, vous devez travailler ça avec les ressources humaines et au tout début de l'affichage de la candidature. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'espace, de safe space. Hein? Moi, ce que j'aime mieux, c'est l'idée de notion d'accueil, de bienveillance. Si je sens que dans l'offre d'emploi, c'est indiqué, si vous êtes une personne en situation de handicap ou si vous êtes une personne qui pourrait avoir des besoins particuliers lors de l'entrevue ou pour vous aider à déposer votre candidature, si ça, c'est indiqué, pour moi, que je sois une personne handicapée, une personne en situation de handicap ou quelqu'un qui a de la difficulté à accepter ses défis au quotidien, ça me dit que peut-être que je vais me permettre d'expliquer un peu ma situation. L'empathie n'est possible que parce que je connais un peu l'histoire de l'autre, mais cette histoire-là ne peut pas se mettre en place dans un moment où je veux me montrer sous le meilleur jour. C'est-à-dire, je ne veux pas, dans une entrevue, vous parler de tous les défis que j'ai si je ne sens pas que ces défis-là peuvent être bien reçus et bien entendus parce que ça peut me faire paraître sur un moins bon jour que d'autres candidats ou d'autres candidates. Rappelez-vous qu'on va en entrevue pour être découvert et qu'une personne en situation de handicap va en entrevue à découvert. Prochaine question via le sondage, Ingrid. Est-ce que votre milieu de travail a une politique en matière d'équité, diversité et d'inclusion? Oui, 65 et non, 35 %. Je pense que c'est un bon début, si vous n'en avez pas au sein de votre entreprise, c'est d'avoir une politique en matière d'équité, diversité et inclusion. Toutefois, je dirais, soyons vigilants, c'est des mots qui sont porteurs de sens. C'est des mots, on peut l'avoir vu aussi dans certains journaux, difficiles à mettre en place et qui peuvent être aussi la saveur du moment. Je pense qu'il faut être vigilant, ne pas avoir une inclusion de façade où ça paraît bien, mais vraiment avoir une politique qui interpelle l'ensemble des composantes de la structure. Actuellement, ce qu'on voit dans plusieurs entreprises, c'est qu'on a peut-être une politique au moment de l'embauche, mais après, on oublie que la personne en situation de handicap a peut-être besoin d'être accompagnée. Et si ce n'est pas la personne en situation de handicap qui a besoin d'être accompagnée, ça peut être aussi le milieu de travail, les collègues. Pourquoi? Parce que moi, dans mon cas, c'est un bureau de travail accessible. C'est un ordinateur qui peut être utile pour moi, certaines synthèses vocales, certains logiciels de prédicteurs de mots qui peuvent m'aider. Pour quelqu'un d'autre, ça va être un environnement propice à avoir moins de son, un horaire flexible, du télétravail. Donc, c'est plus l'idée que l'accommodement raisonnable pourra s'appliquer en fonction de la personne. Mais des fois, les collègues de travail peuvent faire aussi partie de la problématique qui génère des situations de handicap. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui est autiste et dont les défis sont les interactions sociales, moi, comme personne, entre guillemets, normale, je peux peut-être avoir l'impression que la personne a peut-être mauvais caractère, qu'elle est difficile, qu'elle est asociale, alors que c'est un défi qui est lié à la condition. Donc, si je ne sais pas ça, l'empathie n'est pas possible et je ne me mets pas dans une posture où je peux aider la personne à développer des habiletés. Je fais partie de la problématique et non de la solution. Christian Tavernier dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit « On ne devrait pas craindre la différence,
c'est plus l'indifférence qu'on devrait craindre. Donc, c'est intéressant de se poser la question, ce n'est pas parce qu'on mélange des gens issus de tous les horizons, de toutes les capacités, que nécessairement l'esprit d'équipe va se mettre en place. On doit travailler, on doit accompagner le ou la gestionnaire au moment des entrevues de sélection. Les ressources humaines doivent accompagner le ou la gestionnaire et après, les équipes de travail doivent être également accompagnées. Donc, on peut avoir une politique en équité, diversité et d'inclusion, mais après, il faut que ça vive auprès des structures et dans les structures, par des comités, par des activités, par des prises de parole. Pourquoi? Parce que si on ne met pas ça en place, l'équité, la diversité et l'inclusion vont être vues comme des quotas. C'est-à-dire, on a un programme d'accès à l'égalité en emploi, on doit avoir tant de personnes de couleur racisées, on doit avoir tant de personnes issues des Premières Nations et on doit avoir tant de personnes handicapées. Or, quand la personne arrive, si ça s'est passé de manière négative, la dernière insertion professionnelle, l'équipe va se mettre dans la tête que cette personne-là est juste là parce qu'on avait besoin de quelqu'un dans ce groupe-là pour bien paraître. Or, ces programmes-là, oui, ont des cibles à atteindre, mais c'est dans le but d'atteindre l'idée d'un meilleur vivre ensemble et de favoriser l'émergence de ces groupes-là que ces programmes-là ont été mis. Donc, c'est plus des indicateurs de ce que votre entreprise devrait voir de cibles à atteindre que des quotas à rencontrer. Et ça, c'est vraiment important de le ramener. Mais si l'équité, la diversité et l'inclusion vit dans différents groupes et dans différentes sphères de votre entreprise, c'est un gage de réussite d'une inclusion. Et ça va être encore plus vrai pour les personnes handicapées. Tahar Ben Jaloun dit quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un poète marocain. Il dit « La nature crée des différences et la société en fait des inégalités. » Ben, c'est à nous de voir s'il y a des différences, comment faire en sorte que ces différences-là au sein de mon entreprise peuvent être quelque chose qui va renforcer les équipes, qui va renforcer les valeurs de mon entreprise et de mon organisation parce que ça va me permettre de regarder beaucoup plus large. Connaître quelques mots en langue des signes, bonjour, merci, apprendre, aider, sont déjà un contact au moment de l'entrevue où une personne qui est sourde pourrait se dire « Ah, j'ai envie, parce que je me sens accueilli, de travailler dans cette entreprise-là. » Mais ça ne peut pas que reposer au moment de l'entrevue. Ça doit être après autant à l'inclusion au niveau de la cafétéria. Les aires de restauration, on a de la nourriture très diversifiée. Hein? On va faire une activité, on va prévoir du café, on va prévoir du sans gluten. Mais est-ce qu'on va penser qu'il y a des gens qui boivent autre chose que du café? L'inclusion et la diversité ne se résument pas à avoir du café ou des muffins sans gluten. Comme pas plus, le handicap se résume à avoir une place de stationnement réservée. C'est le début du commencement de quelque chose. Mais dans nos interactions sociales, on doit favoriser l'émergence de ce savoir-être-là. Vous savez, on engage les gens pour leur savoir-faire, mais souvent on congédie les gens pour leur savoir-être. Donc, le savoir-être se joue dans la possibilité au sein de l'entreprise de favoriser les lieux d'échange. Et un dernier point, avant peut-être de laisser la parole à vous par l'entremise des échanges avec Dorothée, j'ai dit que l'équité, la diversité et l'inclusion sont des beaux principes. L'équité est une notion de droit, la diversité est la seule norme possible et l'inclusion est une responsabilité collective. L'accommodement raisonnable est une très belle valeur. Question, est-ce que l'accommodement raisonnable est une obligation, oui ou non? Dernier sondage. « 74% disent oui et 26% disent non. » Je pense qu'on a des gens très formés, très sensibilisés. En fait, oui, l'accommodement raisonnable est un droit. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas une notion, c'est un droit.
Mais on pourrait se dire entre nous que l'accommodement raisonnable, au cours des dernières années, ce n'est pas peut-être le principe le plus accepté, toléré ou compris par l'ensemble des organisations, même par la population en général. Or, pourtant, c'est un très beau principe juridique. C'est un droit, c'est-à-dire que l'accommodement raisonnable, c'est de mettre ensemble une personne qui demande, une personne qui reçoit et les ressources humaines qui vont peut-être trouver une solution. Or, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on embauche des personnes en situation de handicap et on laisse la personne se débrouiller au sein de l'organisation. Et là, c'est le syndicat qui va être au prix avec des défis, dire, ben là, ce membre-là ou cette membre-là trouve qu'elle n'a pas de soutien. Or, le syndicat devrait supporter le ou la membre, mais ne devrait pas se substituer à une responsabilité de l'employeur, de l'organisation. Or, le principe d'accommodement raisonnable, dans son application juridique, c'est une notion de droit obligatoire qui fait que la personne qui dépose l'accommodement raisonnable doit justifier, expliquer le pourquoi, elle doit déposer des pièces justificatives et on doit recevoir ça. La partie de l'employeur, par rapport à ça, peut recevoir cette partie-là et analyser. La réponse qu'on va donner est une réponse de compromis. Ce n'est pas un droit à l'accessibilité universelle, c'est un droit à l'accès à une situation donnée. Donc, si on fait de l'accommodement raisonnable pour Sylvain ou pour Ingrid ou pour Dorothée, c'est de l'accommodement pour Dorothée, uniquement pour Dorothée. Si Sylvain arrive avec une autre demande, c'est du cas par cas. C'est la situation de Sylvain qui devra, au regard, lui, d'expliquer le pourquoi du comment. La meilleure illustration, c'était le télétravail. Souvent, c'était une demande de certaines personnes en situation de handicap lors des hivers, c'est-à-dire est-ce que c'est possible, s'il y a une tempête, de travailler de mon domicile parce que je passe énormément de temps dans le transport en commun, en particulier dans le transport adapté. C'était refusé. Par contre, on aurait pu très bien comprendre que c'était une demande. Si le travail peut se faire à distance, en quoi le droit est brimé de l'organisation? Et là, souvent, ce qu'on évoque, mais ça va créer un précédent, ça va faire effet boule de neige, tout le monde va me demander cet aspect-là. Ou c'est une contrainte excessive. En cours, la contrainte excessive est toujours la justification la plus mise de l'avant et la moins retenue par les jurisprudences. Voilà.